Bon début de semaine à tous. Madame, Monsieur, nous sommes aujourd'hui lundi 21 novembre 2022. C'est le début de la semaine. Merci de nous rester fidèles et de nous suivre. Madame, Monsieur, l'actualité ce matin, c'est le report du troisième round des pourparlers de Nairobi pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Ces pourparlers n'auront pas lieu, ils ont été reportés. Et puis à Kinshasa, l'arrivée dimanche du président kényan William Ruto, après l'ancien président, c'est le président kényan qui est arrivé à Kinshasa. Il aura un tête-à-tête avec le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, les questions sécuritaires au centre de leur discussion. Et puis nous allons revenir sur le 18e sommet de la francophonie avec la reconduction de Louise Mushikiwabo. Nous allons analyser ses propos qu'il a tenus lors de ce 18e sommet de la francophonie. Louise Mushikiwabo, sur l'agression dans l'est de la République démocratique du Congo, a indiqué qu'il y a des éléments en RDC juste à la frontière du Rwanda qui sont une menace pour la sécurité du Rwanda. Ces propos ont suscité beaucoup de réactions au sein de la population congolaise. Nous allons également analyser le geste du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui a refusé de prendre une photo de famille aux côtés de Paul Kagame en guise de protestation suite à l'appui du Rwanda aux rebelles du M23. Nous allons parler d'administration publique avec les nouvelles nominations des secrétaires généraux. Analyse et commentaires, c'est donc kiosque et l'arrêt rendu le week-end par la Cour constitutionnelle qui s'est déclarée compétente pour juger l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Bien sûr, peu de sport à la fin de notre magazine Qatar 2022 avec le match d'ouverture où l'équipe du Qatar, du pays organisateur, a été battue 2-0 par l'Équateur. Et ce lundi, c'est l'équipe africaine du Sénégal qui entre dans le jeu. La première équipe africaine qui va jouer, c'est donc les Sénégal. Nous avons deux invités, Pius Romain Roland et Isaac Ngwinza. Vous aurez deux analyses croisées. Bonjour Pius. Bonjour chers consoeurs. En forme? Oui, je suis en forme. Je remercie les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment et aussi mon frère, mon compatriote, bien que nous avons des points de vue divergents. C'est ça ce qui fait la beauté de la démocratie. Et il faudrait qu'on se supporte mutuellement. Et je suis heureux d'être sur ce plateau et puis analyser les questions pour lesquelles vous avez annoncé les différentes thématiques. Merci Pius. Et alors Isaac Ngwinza, bonjour. Bonjour Gisèle. Merci de cette marque de confiance que vous avez manifestée à mon endroit de m'appeler pour commenter l'actualité. Je dirais comme mon frère Roland Pius, bien qu'on ait, comme il a souligné, de points de vue différents, mais de toute façon, nous sommes tous Congolais. Chacun voit les choses de son œil. Il soutient ce qu'il soutient, moi je soutiens ce que je soutiens, mais je pense que nous devons arriver au stade de surpasser des sentiments et de porter nos jugements sur des faits réels. C'est ce que je peux dire pour ce matin. Et je pense que les téléspectateurs qui nous suivent veulent tirer quelque chose de nos analyses. Donc nous ne devons pas oublier cela. Voilà, c'est-à-dire le souhait de nos téléspectateurs qui aiment tirer quelque chose de vos analyses. Alors je reste avec vous, Isaac Ngwinza, je reste avec vous, avec la mise en place des secrétaires généraux dans l'administration publique. Est-ce que cela va emmener une nouvelle vision de la réforme et de la modernisation de l'administration publique? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de mots qui rangent secteur de l'administration, avec ce que vient de faire l'actuel ministre VPM, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, en affectant les secrétaires généraux. Quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous pensez de cela? Bon, au fait, Gisèle, je crois que la RDC vient de loin dans son administration publique. Je vais un peu revenir
pendant la période de la Deuxième République avec Mobutu. C'est pendant la Deuxième République que la fonction publique était morte. D'abord, nous étions dans un système monopartite où il y avait un seul parti politique, parti unique, le MPR, et avec le MOPAP et consorts, l'administration publique était devenue à un certain moment comme, je peux dire, un refuge de fainéants où quelqu'un peut seulement chercher à avoir un numéro matricule, qu'il aille au travail ou pas, à la fin du mois, il vient seulement prendre son salaire. Nous avons vécu dans ce pays, dans la fonction publique, où les gens ne mourraient presque plus. Ça veut dire, même si un fonctionnaire meurt, son salaire continuera à sortir, même 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, on peut remettre à la famille pendant 6 mois comme requiert la loi, mais après, des autorités, des dirigeants, et se sont organisés à toucher le salaire des personnes mortes. Et on a eu une fonction publique où vous arrivez au bureau, vous trouvez des places vides, les fonctionnaires sont dans la rue, les fonctionnaires avec de cachets de l'État à l'extérieur, donc la fonction publique était morte. Et avec le changement du régime, avec d'abord avec M. Laurent Désiré Kabila, il n'a pas fait longtemps, moins de 4 ans, il n'a pas pu vraiment apporter de sérieuses réformes dans notre système de l'administration publique. Mais avec le régime Kabila, il y a eu la volonté aussi de changer des choses avec l'administration Matata, principalement avec le système de bancarisation, pour arrêter la fraude, pour permettre à ce que les Congolais ne puissent plus se lancer dans la magouille, où il y avait des gens qui, chaque mois, pouvaient aller toucher des salaires de 10, 15 personnes avec leur carte. Même de mort. Même de mort et tout là. Mais quand Matata Ponyo a instauré le système de bancarisation où la personne devait se présenter physiquement à la banque pour toucher son argent, il y a eu aussi changement dans ce côté-là, bien qu'il était aussi très combattu parce qu'il devait mettre fin à la magouille. On arrive avec l'administration Tshisekedi avec Liaou. Il trouve la fonction publique dans une situation chaotique où il y avait plus de 40 000 agents de l'État qui ne touchent pas de salaire, mais qui viennent, qui travaillent. Parmi eux, il y a d'autres qui sont mécanisés, d'autres n'étaient pas mécanisés. Donc, il a trouvé une fonction publique inimaginable. Et il devait procéder d'abord par identifier les problèmes qu'il a trouvés dans la fonction publique. Après l'identification des problèmes, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou, que je salue, son courage et sa détermination à réformer l'administration de notre pays en modernisant même son administration avec, premièrement, assainir l'administration publique en envoyant à la retraite plus de 10 000 retraités. Il y avait des personnes de 70 ans, 73 ans qui continuaient à percevoir l'argent au moment où, normalement, dans la nouvelle administration de la sécurité sociale, presque dans plusieurs pays, à partir de 55 ans déjà, une personne peut aller à la retraite, ou encore quand vous travaillez plus de 30 ans. Mais nous avons des cas des gens de 72 ans, 73 ans, 74 ans, continuant toujours à travailler. Alors le VPM a tout fait, non seulement pour leur envoyer à la retraite, mais préparer aussi leur retraite, pour qu'ils ne puissent pas mourir après 3 ou 4 ans. Vous voyez? Et des deux, après avoir payé plus de 40 000 fonctionnaires aussi, renvoyer plus de 10 000 à la retraite, ce que moi j'ai beaucoup apprécié dans ces réformes, c'est mettre l'accent à la méritocratie avant de devenir fonctionnaire de l'État. Tout en, il le fait en exigeant de concours, donc de recrutement compétitif à la fonction publique. Par exemple, qu'est-ce qu'on vivait dans notre pays avant ça? Je donne un exemple très simple.
le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, arrive à la tête du ministère du Commerce extérieur. Il propose au gouvernement la création de l'Agence nationale pour la promotion des exportations en APEX. C'était une nouvelle entreprise. Mais on ne sait pas comment on a engagé les gens là-bas. Vous arrivez là-bas, vous trouvez beaucoup de choses, il n'y a plus de place. Mais comment on a procédé à l'engagement? Et puis des deux, actuellement, avec la réforme amenée par le ministre, de la fonction publique, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, on procède au recrutement compétitif de toute personne qui désire devenir fonctionnaire. Donc vous voyez que tout ce qu'il y a comme réforme entreprise par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, ça va changer. Ça va changer. D'ailleurs, écoutez ce qui est intéressant. Écoutez ce qui est intéressant. Même le 54 secrétaires généraux qu'on vient de mettre en place, ils travaillent avec une nouvelle vision. Ils travaillent de manière à matérialiser la vision du chef de l'État d'avoir une administration publique digne de la grandeur de notre pays, une administration publique où les fonctionnaires travaillent réellement. Vous ne devez pas faire 8 heures de travail, mais vous devez faire 8 heures de travail. Il faut travailler. Donc on ne doit plus avoir une fonction publique où les gens, ils viennent, ils sont à l'extérieur, mais ils perçoivent de l'argent. Merci Isaac Ngwenz. Alors, Pius Romain Roulant. Réforme au sein de l'administration publique. On a vu, il y a une nomination, mise en place des secrétaires généraux. Jadis, il y avait des secrétaires généraux qui étaient devenus comme des chefs coutumiers, qui ont fait longtemps. Et aujourd'hui, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, essaye de bouger les choses. Est-ce que ça va de l'avancement de ces secteurs ou autre chose? Non, je ne dirais pas qu'il essaye. Il est en train de faire. Vous savez que l'administration publique, c'est la charpente même de la vie d'une nation. Au-delà des clivages politiques, au-delà des ministères politiques, mais l'administration publique reste la charpente de la nation, d'une vie, de l'entreprise, de la normalisation de la vie sociétale. Mais il s'est fait que après l'administration publique qui avait été héritée de la colonisation, le 32 ans on ne dit pas que Mobutu a tout détruit. Ça serait injuste puisqu'il a eu à faire des choses qui sont aussi aujourd'hui, qu'on se réclame par exemple de l'intégrité territoriale. Mais en ce qui concerne l'administration publique, c'était comme un déversoir de tous les antivaleurs, de tous les danseurs, de l'ancienne mobilisation, propagande, d'animation politique qu'on appelait MOPAP. C'est-à-dire, tout le monde considérait la fonction publique comme le dernier cadet de tout le travail. Même si on te demande d'aller travailler à la fonction publique, tu dis non, ça c'est pour le vieux. Et c'est cette image que nous avions. Pourtant, l'exemple de la Belgique nous fait voir que, au-delà des politiques, lorsque l'administration est mise en place, il est nécessaire de conduire la vie de la nation. La Belgique a fait pratiquement une année. Il y a eu guerre entre la Flandre et la Wallonie. On n'a pas eu à mettre en place le gouvernement oui. National, mais l'administration fonctionnait, c'est que la vie normale sociétale fonctionnait. C'est dans cette vision-là que moi je vois les soucis de l'actuel vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, de rendre cette administration performante. Élaguer tous les antivaleurs qui étaient dans l'administration pour permettre à ce que les jeunes pensent un jour à être fonctionnaires de l'État. Puisque jadis, vous savez, même à l'époque, je ne sais pas l'âge que vous avez, je ne veux pas vous interroger sur ça. Vous voyez les grandes personnes, ils entrent dans les bus Sotras, au lieu de payer, ils disent je suis fonctionnaire de l'État. Donc il y avait déjà une mauvaise image. Quand on parle d'un fonctionnaire de l'État, on dit c'est le mal-aimé, un vaurien. Pourtant, c'est ça l'administration, la colonne vertébrale même de la République. Alors, qu'est-ce qui a motivé
à ce que les premiers vice-ministres... D'abord, est-ce que ce qu'il est en train de faire, ça va réellement redorer l'image de cette administration? Non, ça redore déjà l'image, puisque la réforme n'a pas commencé avec lui. Je pense Isaac l'a dit. Moi, je suis un ancien membre du cabinet des infrastructures, travaux publics, aménagement du territoire à l'époque, quand c'était encore ensemble, urbanisme, habitat, avec le ministre Jean Baudouin Kimbembe Mazunga. Je me rappelle à l'époque, lorsqu'on a commencé la réforme avec la copie-rep, il y a eu beaucoup de pesanteurs. Beaucoup. Beaucoup de gens n'ont pas voulu à ce qui est réformé. Pourquoi? Parce qu'il y avait ceux qui détenaient 3, 4, 5 numéros matricules. En dehors de la personne elle-même qui détenait 3, 4, 5 numéros matricules, il y avait les enfants des fonctionnaires de l'État. Les enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui avaient déjà des numéros matricules. Donc, ils ont considéré, comme vous avez dit, la fonction publique comme un royaume, où personne ne peut y accéder. Donc, quand vous y accédez, vous cherchez les numéros matricules, vous enfants qui êtes pétri de vos licences, de vos graduates, vous trouvez déjà un enfant de 2 ans, 5 ans qui a un numéro matricule. Alors, lorsque l'État congolais, sous l'administration de Mouzé, pense à cela, il y a eu beaucoup de pesanteurs. Malheureusement, 4 ans n'a pas suffi pour mettre en place ces réformes. Il a été fauché dans l'exercice de ses fonctions. Joseph Kabila arrive avec la réforme de la copie-rep. On a trouvé qu'il y avait beaucoup de pesanteurs. Par où commencer? Puisque c'était une nébuleuse. D'abord, Mobutu laisse la fonction publique avec plus de 250 mois impayés. Dans ce bâtiment-là qu'on appelait Golgotha, on a eu enterré Mobutu plusieurs fois. Par où commencer? Il y avait déjà une pléthore. Donc, Matata, l'ancien premier ministre, avec Daniel Mukoko Samba, son ministre du budget, pense à la bancarisation. La bancarisation avait pour objectif d'identifier d'abord les personnes susceptibles d'être payées avec la carte biométrique, l'identification. Donc, vous ne pouvez pas avoir 2, 3, 4 noms dans les différentes administrations. Et il y avait beaucoup de gens qui ont jasé, beaucoup plus les agents payeurs. Vous savez, quand la bancarisation a commencé, il y a eu des déclarations. Non, vous voyez, beaucoup de gens... Beaucoup ne se retrouvaient plus. Beaucoup ne se retrouvaient plus puisqu'ils avaient plusieurs chantiers. À lui seul, il peut disposer de 100 personnes. Parmi les 100 personnes, il y a les personnes qui sont mortes. Il y a les membres de sa famille qui ne viennent pas au travail, mais lui touche de l'argent. On peut lui donner, par exemple, une cagnotte de 1000 personnes à payer, l'effectif de 1000 personnes. En réalité, l'effectif actif, il n'y a que 200 ou 150 personnes. Les 800, c'est pour lui. Le reste, là, c'est pour lui. Ce qui fait que vous allez trouver quelqu'un qui est à la fonction publique, qui vous dit, mais on ne nous paye pas. Il est véhiculé avec un gros ventre, avec un immeuble. C'est l'argent de tous ces mondes. Il sait comment il se retrouve. Il savait comment il s'est retrouvé. Alors, au-delà de cela, après la bancarisation, on a trouvé qu'on a eu à maîtriser quand même. Mais ce n'était pas encore la fin. Il fallait commencer par le processus, maintenant, de la mise à la retraite. Ce que fait l'actuel ministre de la fonction publique. Il fallait maintenant le processus de la mise à la retraite. Comme Isaac l'a dit, vous allez trouver un papa de 90 ans, 70 ans, qui est devant la fonction publique, fatigué, qui a besoin d'aller se reposer, puisque l'État ne lui a pas encore donné les moyens d'aller se reposer. Moi, je me rappelle, je suis fils de la Sodimico, je me rappelle quand je voyais les maris de mes tantes qui étaient un peu plus âgées, qui allaient à la retraite. Vous voyez qu'il a une bonne cagnotte et il va au village, il fait les champs, il reste là-bas, plutôt rester en vie, dans la ville. Et avec cette réforme, je pense que, comme Isaac l'a dit, avec ce processus de mise à la retraite,
avec l'augmentation de la cagnotte, où un pensionné peut avoir 17 millions de francs congolais, ça pourrait lui permettre de se faire l'économie ou de relancer ses enfants à continuer à survivre. Plutôt comme on en avait vu dans le passé, on envoie les gens à la retraite. Sans argent. Sans argent. Ils refusent même d'y aller. Ils refusent même d'y aller. Ils constituent l'administration publique comme un centre ou un royaume où personne ne peut y être. Ce qui fait que même ceux qui terminaient les études avaient du mal à aller à la fonction publique, puisque d'abord, l'image était ternie, que c'est un déversoir, il n'y avait rien, il n'y a pas de table, il y avait des gens qui amenaient leurs chaises à la maison, ils s'amènent, ils s'assoient là-bas, ils mettent la présence. Le soir, il sort avec sa chaise. Le soir, il sort, et puis, ils sont les premiers, lorsque l'État ne paye pas, ils sont les premiers à marcher. Mais là, il faut poser la question, lorsque l'État ne te paye pas, vous avez donné quoi à l'État? Rien. Seulement la présence, la longévité, la carrière, je suis un ancien fonctionnaire, c'est fini. Je pense que avec cette réforme qui a pour objectif, n'est-ce pas, d'implémenter la vision de réformer l'administration publique et mettre fin aux antivaleurs. Alors, le train de la réforme est en marche, comme vous voulez dire vous deux, mais quelles sont les recommandations? Il y a eu changement, l'affectation de nouveaux secrétaires généraux pour mener à bien cette réforme. Vous savez, nous en tant que journalistes, nous avons cette obligation de donner la bonne information, d'apprendre aux gens réellement, parce que dans la cité, il y a beaucoup plus de spéculation. Les ministres de la fonction ou le premier vice-ministre de la fonction ne nomment pas les secrétaires généraux. Il affecte. Les secrétaires généraux sont nommés par le président de la République. Et le ministre en charge de la fonction publique les affecte. Alors, il y a eu cette polémique d'un secrétaire général qui serait, d'ailleurs moi j'avais écrit, on vient de nommer encore un mort. Mais en réalité, il y a des secrétaires généraux qui avaient été nommés sur base d'une ordonnance. Je pense que c'est 14/478 de 2019. Et puis il y avait une autre ordonnance de 2018. Mais qui n'ont jamais été affectés au regard de tous les ministres qui ont défilé dans le bâtiment blanc, qu'on appelle Golgotha. Ils n'ont pas affecté. Ce qui fait qu'il y a eu des doublons, il y a eu des intérimaires. Un intérimaire est limité à poser les actes administratifs. Ce qui faisait que l'administration était vacillante. Et il fallait qu'on mette fin à ces doublons, qu'on mette fin à ces intérimaires, puisque l'administration publique n'est pas un secteur politique, où on peut avoir des divergences. Nous avons des membres de famille qui sont là-bas, et peut-être, je ne sais pas, hein, parmi les secrétaires généraux, il peut y avoir un membre de ma famille. Parmi les directeurs, parmi les fonctionnaires, nous avons des membres de famille. C'est un corps dépourvu de coloration politique. Voilà pourquoi nous saluons cette réforme menée par Jean-Pierre. Et vous recommandez pour mener à bien Non, il doit être au front. Puisque, généralement, lorsque vous avez une vision en vous, quelles que soient nos divergences politiques, peut-être moi et vous, on s'est connus il y a longtemps, Gisèle. N'est-ce pas? Je peux dire, bon, je la connais, mais je ne sais pas ce que vous pensez lorsque vous aurez des responsabilités. J'ai eu à faire connaissance avec Jean-Pierre Liaou, ancien membre du PPRD, directeur de cabinet adjoint. Il a travaillé au Parlement, je le fréquentais, je le voyais. Mais je ne pouvais pas m'imaginer qu'un jour, il peut avoir cette vision, et je lui recommanderais même de ne pas chercher ailleurs un autre poste que de rester là-bas, implémenter cette vision de réforme de l'administration pour permettre aux jeunes d'aujourd'hui de rêver l'administration et ressusciter aussi l'école nationale d'administration. Puisque ne peut être fonctionnaire de l'État qu'en passant par ces chemins de l'école nationale de l'administration.
Puisque c'est ça ce qui fonde, qui donne même l'image de la République. Et je pense avec ce qu'il est en train de faire, en mettant fin aux antivaleurs, en mettant fin aux doublons, en mettant fin au régime. En réformant de façon générale. Oui, la réforme c'est quoi? C'est-à-dire c'est une adaptation de l'environnement qui nous sont propres. Merci pour nous avions une administration vieillissante. C'est pas de leur faute. Puisque même politiquement, on ne peut pas jeter de la pierre à ceux qui ont précédé Jean-Pierre Eliaou. Puisque notre pays est sous un complot international. Nous ne sommes pas tranquilles. Nous sommes capables, nous Congolais, Lumumba l'avait dit, si vous laissez les Congolais libres de penser leur bien-être, nous sommes capables de faire le merveille. Et le merveille, Jean-Pierre Eliaou est en train de le faire avec l'administration. Moi, j'ai un petit frère. Je ne vais pas citer son nom. Nous allons revenir sur ça prochainement. Nous passons à un autre sujet. 5 secondes, c'est important. C'est pour tous les jeunes. Pas seulement pour mon jeune frère, mais pour tous les jeunes qui ne pensaient pas avoir un numéro matricule à la fonction publique. Moi, je suis le témoin. J'étais dans le cabinet de Kimbembe Mazunga. Lorsqu'on cherchait le numéro matricule, moi, il ne faut pas me parler de la fonction publique, parce que c'était une tache noire. On voyait les vieux papas venir avec un sachet. Donc, ça ne donnait pas une bonne image. Alors, avec cette réforme, mon petit frère qui m'a suivi, je ne vais pas citer le nom de la chaîne, si vous me le permettez, je peux le citer, c'était au Club 50. On en a parlé. Il m'a suivi, il m'a dit, grand frère, j'ai envie d'être fonctionnaire de l'État. Il n'a pas 30 ans, mais il a déjà fini ses études, il est licencié. Mais il dit, j'ai envie d'être fonctionnaire de l'administration publique au regard de toute cette réforme. Parce que la réforme n'est pas bénéfique seulement aux membres de la famille de Eliaou. La réforme n'est pas bénéfique seulement aux membres des familles de Crispin Chibassou, ni de ta famille. Elle est bénéfique à tous les Congolais. Et lorsque les social est assuré, vous n'aurez pas de pesanteur politique. Merci Romain Roland. Nous passons à un autre sujet, c'est les pourparlers des Nairobi, troisième ronde qui a été reportée. Il fallait que le gouvernement ne veut pas se retrouver avec les M23 pour discuter à IP préalable. Isaac Ngwenza, quelle analyse vous faites de ce report? Fallait-il que le gouvernement aille se mettre sur la même table avec le M23? Bon, comme le souhaite aussi la communauté internationale pour discuter. En tout cas, moi, ma position là-dessus est connue. Je n'ai jamais soutenu ce genre de négociations de pourparlers parce que ça donne l'image d'un certain simulacre des négociations où on sait déjà comment ça va aboutir. Si ce sont des négociations qui vont aboutir à l'intégration des militaires du M23, par exemple, dans notre armée, ou en leur octroyant des postes au gouvernement ou aux instituts ou aux entreprises publiques, et je pense qu'on ne peut même pas y aller. Je pense que nous ne sommes plus dans le stade de négociation parce que déjà au départ, on ne sait pas on va négocier quoi. Le M23 prétend déclarer qu'ils sont minoritaires, qu'ils ne se retrouvent pas dans les institutions, mais nous avons 450 tribus en RDC. Avec le découpage territorial actuel avec 26 provinces, il y a certaines provinces, par exemple, je prends le cas de ma province de Mongala. Au gouvernement, nous n'avons aucun ministre de Bongandanga, on n'a aucun mandataire public quand on nomme ici. Mais ça ne doit pas être une raison pour nous de prendre des armes. Parce qu'à San City, il a été décidé que plus jamais au Congo, un Congolais prendra des armes pour réclamer quoi que ce soit. J'ai dit ça plusieurs fois et je le réitérais jusqu'à ce que les gens comprennent. Même quand on a eu des élections en 2006 avec Jean-Pierre Bemba, la CENI déclare Kabila vainqueur, Jean-Pierre Bemba n'a pas recouru aux armes pour réclamer quoi que ce soit. On arrive en 2011 avec Tshisekedi. Paix à son âme, la CENI proclame Kabila vainqueur, Tshisekedi n'a pas recouru aux armes pour réclamer quoi que ce soit. Tout mouvement qui puisse prendre des armes aujourd'hui
pour réclamer quoi que ce soit dans les institutions n'est pas congolais. C'est là que j'ai toujours soutenu. Nous devons, nous, en tant que journalistes, participer à ce combat, à cette guerre médiatique de médias, de la haine des médias qui sont contre notre pays, qui appelle le M23 une rébellion. C'est une agression sur le Rwanda. Pour preuve, le président Kagame qui niait le fait de soutenir le M23, vous venez de le lire dans vos propos liminaires pour le débat du jour, qu'il accepte finalement de demander au M23 de se retirer. Est-ce que c'est sincère? Non, le problème c'est quoi? Par rapport à la pression. Non, le problème, ça ne se situe pas au niveau de sincérité. Le problème se situe au niveau de sa déclaration. Le déclarer, c'est s'inculper. Déclarer, c'est une chose, mettre en pratique, on est une autre. Non, je dis ceci. Quand vous déclarez, c'est-à-dire vous avouez. Déclarer qu'il va dire au M23 de se retirer au moment où il niait. Donc, il montre à la face du monde que c'est lui qui est derrière le M23. Et regardez ce qui est choquant. C'est là que je soutiendrai toujours notre gouvernement lorsqu'on refuse de négocier avec le M23 dans le contexte actuel où il y a déjà des combats sur terrain. C'est parce que quand le président Félix Tshisekedi avait accusé le Rwanda à la récente Assemblée Générale des Nations Unies, de soutenir le M23, 77e Assemblée Générale, après le passage du président Tshisekedi à la tribune des Nations Unies, les jours suivants, c'était le Rwanda. Vous savez ce que Kagame a déclaré? Il a dit « Accusing Rwanda will not bring solution to your problem ». Ça veut dire quoi? Accuser le Rwanda ici, à la tribune des Nations Unies, ne va pas apporter solution dans votre problème, au problème de l'insécurité à l'est du pays. Négocier avec vos rebelles. Donc, aujourd'hui, un Congolais natif de père et de mère ne peut pas soutenir encore aujourd'hui une négociation avec ou pour parler avec le M23. Vous êtes journaliste, circulez dans la ville ici, toute personne n'aime ça. Vous voyez? Et la chance, ça c'est mon point de vue, la chance que le président Félix Tshisekedi a aujourd'hui avec son administration, et c'est peut-être ce qu'a manqué Joseph Kabila, ça je le dis, Joseph Kabila manquait le soutien populaire. C'est un peu choquant quand il est au pouvoir. Pendant ces 18 ans, les Congolais ou la population ne l'a pas soutenu. Et Félix a le soutien populaire. Et d'où vient cette chance de Félix d'avoir le soutien populaire? Quand il a accédé à la magistrature suprême, après son discours du 24 janvier 2019, quand il y a eu... Donc, quelques temps après, il a effectué sa première visite à l'Est. Quand il est arrivé à Béni, il a déclaré ceci. Trop, c'est trop. Cette guerre doit s'arrêter. Même s'il faut laisser ma peau pour que la paix revienne à l'Est, je le ferai. Et Kabila n'avait jamais déclaré des propos appelant à la fin de la guerre? Je ne sais pas. Kabila aussi, à son temps, il a tout fait pour mettre fin à la guerre en donnant des moyens aux FARDC. Il n'a pas croisé des bras. Il a aussi négocié pour qu'il y ait des arrêts de combat et tout là. Mais malheureusement, les négociations d'hier qui ont fait qu'on puisse intégrer les rebelles dans notre armée, c'est ce qui a rendu notre armée aujourd'hui très compliquée, très complexe. J'ai suivi le porte-parole militaire des opérations Soukola à Béni. Il a déclaré en disant « Nous sommes infiltrés jusqu'à la moelle épinière ». Tout le monde sait que le M23, c'est un mouvement des Rwandais. Lorsqu'on signe des accords, on les intègre dans l'armée. Ce sont des étrangers que vous avez intégrés dans l'armée. Et aujourd'hui, on les appelle des infiltrés, ils envoient des informations à Kigali, aux M23 et tout là. C'est ce qui rend la tâche difficile. Et aujourd'hui, si nous pouvons faire la guerre à l'Est contre les M23, ce n'est pas l'armée qu'on a laissée à Tshisekedi, avec des Rwandais, avec des militaires brassés, sans formation. Dans l'armée où on a des militaires qui ne reflètent pas leur grade. Moi, je suis choqué, Gisèle, pendant le régime passé, par exemple, là, vous voyez un colonel avec ses grades sur ses épaules,
dans la rue faire le travail d'un caporal. J'ai vu un général dans la rue faire le travail d'un caporal. Général. On peut m'expliquer du matin au soir, je ne peux pas comprendre. Donc Isaac Bouenza est d'accord et que vous êtes satisfait que c'est pour parler n'est pas lieu. Oui, en tout cas, non seulement satisfait, mais c'est mon souhait. Parce que de pour parler, ça n'aboutira à rien, Gisèle. À rien. Alors, écoutez, je vais chuter. Ça va aboutir à rien. Pourquoi, Gisèle? On a eu de pour parler à Luanda, avec Edouard, j'allais parler d'Edouardo, avec Lorenzo. Avec sa médiation. On a eu des médiations avec Sassou. On a eu des médiations avec Macron à New York. Maintenant, même le président dit que ça va aboutir à rien. Parce que le M23, s'ils exigent qu'on puisse les intégrer avant qu'ils cessent de se battre, ça ne pourra pas marcher. Donc, c'est déjà un coup de paix dans l'eau avant même qu'on... Mais la communauté internationale y tient. Semble-t-il que le président du Kenya, qui est arrivé dimanche à Kinshasa, est même venu pour convaincre le chef de l'État à aller à ces négociations. Bon, c'est pas je dis. Et puis, autre chose. J'allais dire en anglais, what's on the agenda? C'est-à-dire, quel sera le sujet à débattre? Parce qu'eux, ils ont pris des armes. C'est pour faire quoi? Pour prendre une portion du territoire, en faire un pays étranger, ou pour arriver jusqu'à Kinshasa, renverser le pouvoir. Ils ont pris des armes pour quelle raison? Qu'est-ce qu'ils réclament? C'est ça déjà au départ. Il faut qu'avant qu'on aille aux négociations, qu'on sache on négocie quoi. On se lève un matin, un groupe de gens prend des armes, et puis ils étaient où? En Ouganda. À un an des élections, ils font leur incursion à l'est là-bas, ils prennent Bunagana, et ils prennent plutôt Bunagana, et puis ils demandent des négociations. On va négocier quoi? Alors, le plus, Roland, vous êtes aussi satisfait que ces pourparlers ne se tiennent plus, soient reportés, n'aient pas lieu de Nairobi? Bon, je ne voudrais pas dire oui ou non, mais laissez-moi développer par rapport aux propos que mon co-débatteur a tenus. J'ai retenu une chose dans ce qu'il a dit. On va discuter sur quoi? Ce qui est plus important, nous devons discuter sur quoi? Et il avance, il dit, à un an des élections, ils étaient en Ouganda, ils ressurgissent et puis ils prennent Bunagana. Non, ils ne sont pas venus d'eux-mêmes. Isaac, ils ne sont pas venus d'eux-mêmes. Le 5 novembre 2012, le M23 fait un communiqué mettant fin à sa rébellion pour avoir été défait par Joseph Kabila. Notre consoeur Sylvie Bongo avait interrogé l'état-major avec Didier Toumba à la tête. Il vous a dit comment Joseph Kabila a planifié la stratégie mettant fin à ce rebelle. Oui, nous les appelons rebelles, puisque en son sein, il y a des Congolais dépourvus du raisonnement qui ont rejoint les camps des agresseurs. Et les agresseurs ne sont d'autres que les Rwandais, l'Ouganda, sous-traités par la communauté internationale, notamment l'Empire anglo-saxon. La question est très bien posée. Nous allons parler de quoi? S'il faut interroger l'histoire, Vital Kamerhe, je cite son nom, si ce que je dis est faux, qu'il me traduise dans la justice. Oh. Secrétaire général du PPRD. Dans une matinée politique, il dit, nous avons beaucoup de cartouches. Étienne Tshisekedi, en 1998, a signé les accords avec Kigali. Quels sont les tenants et les aboutissants de ces accords signés par Étienne Tshisekedi avec Kigali? L'armée rwandaise, l'armée burundaise et ougandaise se massacrent mutuellement sur notre sol de la Chopo, de mes frères, dans la province orientale. Vous avez les séquelles qui sont là. Mais Étienne Tshisekedi est allé à Kigali.
Valentin Mubake l'a dit, ils ont fait 2 ans là à Kigali. En train de faire quoi? Ça, c'est l'histoire. Vous avez Willy Ngoma. Il avait quelle fonction pour que c'est qu'il négocie? C'est la question qu'il faudrait se poser. Avait-il quelle fonction? Est-ce que c'était un sous-traitant de la communauté internationale de la Belgique pour affaiblir le pouvoir de Joseph Kabila? Oui ou non? Il n'avait aucune fonction. Il mérite d'ailleurs la pendaison. Vous n'engagez aucune institution. Mais vous allez dans un pays étranger où on vous déroule un tapis rouge. Vous signez les accords. Mubake le dit. Valentin Mubake le dit. Vital Kamerhe le dit. En 98, Étienne Tshisekedi a signé les accords. Vous voulez dire quoi par là? Non, je réponds à sa question. Pour parler qui a capoté, on doit parler de quoi? Ah, donc il y a quelque chose à dire. Oui, il y a quelque chose à dire. Il y a eu des accords qui ont été signés. Willy Ngoma vous dit, nous étions 14 mois à Kinshasa. Preuve. Gilbert Kankonde, je cite encore son nom, l'ancien vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, écrit une lettre où il demandait 1 300 000 $ pour prendre en charge les gens de M23. Vous avez la lettre de Claude Ibalanki. Les éléments de M23 ont été accusés de crimes contre l'humanité. Crimes de guerre, viol, assassinat, vol, pillage, déplacement des populations. Joseph Kabila les a accusés, mis à la disposition de l'auditeur général supérieur pour poursuivre ces gens-là pour les crimes commis. Mais qui a enlevé tous ces crimes, toutes ces infractions au M23? C'est l'actuel régime de Tshilombo. Donc, selon Pius, il faut qu'on aille dans ce pourparler. Laissez-moi développer à sa question qu'il a posée. Tout ce qu'il a dit là, j'ai retenu. On va parler de quoi? Ces éléments-là. Qui a ressuscité le M23? Même l'ambassadeur français vient de tweeter. Si tu veux, je vais te lire son tweet. Ce mouvement a été défait depuis 2023. Vous accusez l'Union européenne. Vous accusez l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui est allée ressusciter le M23. La question à poser, qui est allé ressusciter les monstres qui avaient été défaits? Peut-être c'est le verbe défaire qui a du mal à être expliqué. C'est le verbe confisquer les armes qui a du mal à être expliqué. Comment ces gens-là ont été défaits, dont les armes confisquées ont fait la résurgence en 2019. Défait en 2012, je te donne la date 5 novembre 2012, le M23 émet un communiqué mettant fin à sa rébellion. Et Willy Ngoma vous dit, l'UDP c'était notre partenaire pour combattre Joseph Kabila. Willy Ngoma vous dit ça. Ils n'ont jamais démenti. Les preuves ont poursuivi. La lettre de Gilbert Kankonde qui demandait 1 300 000 $. 1 300 000 $. Alors que notre avenue Kassai se meurt ici. Mais cet argent devrait entretenir les voyous, les criminels, les bandits qui ont été ressuscités par cette administration. Alors, plus vous avez, c'est très important. C'est très important. C'est un problème de temps. Oui, c'est très important, c'est de l'histoire. Puisque certaines personnes cherchent toujours à culpabiliser Joseph Kabila. Alors que lui a mis fin à cette rébellion pendant 8 ans. Vous avez entendu sa sœur jumelle, Jeannette Kabila, qui a dit au Parlement panafricain en Afrique du Sud, pourquoi on nous demande, nous, de dialoguer avec le M23, mais on ne demande pas à Kigali de dialoguer avec l'FDLR? Moi, j'ai trouvé la réponse. On nous demande, nous, de dialoguer avec le M23, qui est un mouvement pro-rwandais, puisque nous avons eu à signer les accords avec les Rwandais. Et Kagame a dit,
Tout ce que je n'ai pas obtenu de Kabila, je l'ai obtenu. 1. Rwandair a survolé ici. Le siège est sur le boulevard. Si c'était à l'époque Kabila, même toi, tu allais dire, voilà les Rwandais qui ont vendu le Congo. Rwandair a survolé ici. À l'époque de Kabila, Rwandair n'a pas survolé. On a pris l'or de Bashi, de Sakima, on a remis à Kabila, à Kagame. On a pris la gestion du parc de Virunga, où il y a du pétrole, on a remis à Kagame. On lui a facilité la tâche, ni t'étais le pesanteur ou la pesanteur, ou la pression populaire. Kagame aurait construit 30 000 maisons à Goma. Alors tous c'est là où... Mais comment mettre fin? Parce que nous sommes arrivés à un stade où on cherche la solution pour sortir de cette crise. Ok. Moi je vais en 2 secondes pour que... Moi je vais vous donner... Il a beaucoup parlé. Vous également. Il a beaucoup parlé. Moi je donne une solution qui est beaucoup plus simple. Ma solution est celle-ci. Le pouvoir actuel a ressuscité un monstre qui était déjà défait. Là, vous l'avez dit. Je le dis pour une bonne compréhension. A suscité un monstre qui a été défait. C'est au pouvoir actuel de nous dire les tenants et les aboutissants des accords signés avec ces gens-là, puisque Kagame a brandi les accords à la SADC. Est-ce que vous voyez les pays, regardez l'attitude de tout le pays qui nous J'aurais fait à vous le temps de donner la parole. Vous avez... S'il te plaît, attendez-vous un tout petit peu. C'est important. Rapidement, je veux dire ceci. Les temps d'antenne, oui, rapidement. Oui, rapidement, je veux dire ceci. Moi, je pense que nous devons réfléchir avant de faire certaines déclarations. Est-ce qu'aujourd'hui, Roland Pius, tel qu'il est là, il peut aller signer des accords avec un pays étranger, que ce soit Rwanda ou Ouganda? En quelle qualité? S'il dit qu'en 98, Tshisekedi a signé des accords avec le M23 à Kigali, il a fait 2 ans avec Moubaki, en quelle qualité? Je peux vous répondre vite. Non, attendez. Attendez, les accords de l'Émirat. Quand vous avez parlé, je me suis tué, pardon mon frère. Quand vous avez parlé, je me suis tué. Tshisekedi n'avait aucune qualité en 98. Il n'était ni dans le gouvernement, il était opposant. En d'autres termes, vous voulez me faire croire qu'aujourd'hui, un opposant peut aller signer des accords avec un pays quelconque. Ça n'a pas de sens. Mais la vérité, c'est quoi? Si le M23 reprend les armes aujourd'hui, peut-être pour votre information, vous ne savez pas, à partir de l'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir, le manque à gagner au Rwanda. Non, ça c'est un faux fouillant. D'accord, je vais prendre 2 choses seulement. Hein. Même demain qu'on revienne, je vais le développer. 1. Vous savez que toute marchandise, je dis bien toute marchandise, qui quitte l'extérieur, qui arrive à Goma, si l'avion atterrit directement à l'aéroport de Goma, on paiera de frais de douane exorbitants. Vous êtes obligé d'atterrir à Kigali, payer la douane là-bas, et après vous allez, quand vous entrez à l'Est ici, vous payerez peu d'argent. Des deux. Pourquoi jusqu'aujourd'hui, vous êtes en RDC à Bukavu, vous voulez aller en Ouvira? Vous êtes à Bukavu, vous voulez aller à Ouvira? Chez nous, le gouvernement veut ériger la route bitumée de Bukavu jusqu'à Ouvira. Mais vous savez ce qui se passe, Gisèle? Si un Congolais veut aller à Ouvira, vous êtes à Bukavu, on ne veut pas construire la route au Congo. Si vous voulez aller à Ouvira, moi quand je suis allé à Ouvira à partir de Bukavu, j'ai pris le minibus la Monisco, nous sommes entrés au Rwanda. Donc les transports entre au Rwanda, vous payez des taxes au Rwanda, vous revenez en RDC à partir de Kamanyola jusqu'à la plaine de Ruzizi. Isaac, tout ce que tu développes, donc, je vais dire ceci, ça n'a rien à voir. Je veux développer, moi je souhaiterais, même exceptionnellement, que vous nous appelez demain ici. Je vais le développer en détail. Le manque à gagner au Rwanda qui a fait qu'aujourd'hui, ils puissent reprendre les armes. Alors pour terminer, nous allons, parce que nous avons annoncé, hein, c'est le geste du Premier ministre, le propos du secrétaire général du nouveau, hein, Louise Mushikwabo, qui a été jugée comme partisane.
Est-ce que la RDC devra-t-elle quitter la francophonie? 30 secondes pour le répondre. Bon, sinon, vous n'allez pas répondre à la question. Non, 30 secondes. 30 secondes. Si le M23 a repris les armes, ce n'est pas le manque à gagner du Rwanda. Parce que le Rwanda a volé notre espace aérien avec Rwandair. Ça, vous pouvez le dire à quelqu'un qui vient de naître aujourd'hui. Deuxièmement, je vous dis ce qui est sérieux. Deuxièmement, les arguments que vous avancez, les chefs de l'État l'a dit, ça ne sert à rien de se battre pour les portions de terre. La communauté des États de l'Afrique de l'Ouest sera un pays. Si tu n'as pas cette vidéo, je te mets au défi, je vais t'en donner. Je me limite sur ça. Okay. Je reviens sur ce que vous parlez de la francophonie. Quand je vous dis que le Congo est au cœur d'un grand complot, vous ne pouvez pas comprendre. Comment un pays qui est dans le Commonwealth, lui il connaît le Commonwealth, c'est l'association des anglophones. Kagame ne parle jamais français. Les Rwandais qui parlaient français, c'est à l'époque d'Abiariman. Depuis que Kagame est venu avec le FPR, il a anglophonisé le Rwanda. Mais vous prenez l'ancienne vice-ministre des Affaires étrangères, Marie-Louise Mushikwabo, vous lui confiez la responsabilité de la francophonie. Vous connaissez le premier pays francophone au monde, c'est la RDC. Voilà pourquoi les voix s'élèvent. Si nous sommes sérieux, c'est là où je vais saluer les gestes du Premier ministre Sama Lukonde. Et ça suffisait pour faire... Non, ça ne suffisait pas quand même, ça donne de la valeur. Parce qu'on ne peut pas nous narguer. Nous avons refusé cette histoire de la francophonie. Vous savez comment les Français ont marché? C'est nous, les Congolais, nous, Congo, qui tenons la francophonie. De par notre densité, de par notre diversité linguistique, de par en réalité, nous devrons parler flamand ou wallon. Nous avons été colonisés par les Belges, mais nous parlons français. Et les Français, les châtiés. Mais cette organisation ne vit qu'au dépend de la RDC. Mouzé a refusé. La mère des choses. Au-delà de ces gestes, de refuser de prendre la photo avec l'Hitler de l'Afrique, c'est une photo officielle. En coulisses, j'ai vu les gens dire non, ça m'a parlé avec... Oui, en coulisses, on peut parler pour se dire certaines vérités. Mais la photo qui transparaît aux yeux de l'humanité, on ne peut pas avoir un Hitler aux côtés de notre Premier ministre. J'ai salué ces gestes patriotiques pour donner un ton. Et j'en finis maintenant avec la question que je ne pouvais pas laisser. La Cour constitutionnelle. C'est très important. C'est très important. C'est très important. La Cour constitutionnelle vient de nous créer un monstre juridique. Vous savez, lorsque vous lisez l'article 164 de la Constitution, parce que lorsque vous êtes dans une république, la république se fonde sur les valeurs républicaines, notamment les lois. Nous ne sommes pas dans une monarchie où quelqu'un se réveille le matin, il prend une décision, je vais tuer Isaac et on l'exécute. Non. Dans la république, au sein de la république, ce sont les lois qui prévoient l'article 1er de la Constitution dit nous sommes dans un état de droit. La Cour de cassation, si vous prenez la loi fondamentale qui est notre loi, la Cour de cassation ne juge que le gouverneur, les vice-gouverneurs, les ministres, vice-ministres, députés nationaux, députés provinciaux, mandataires. C'est ce qui fait que lorsqu'on a amené Jimmy Kitenge à la Cour constitutionnelle, le procureur a dit je ne suis pas compétent de juger, il est qui? Il assume quelle fonction au sein de la République. Par conséquent, la Cour constitutionnelle, de par l'article 164, ne juge que le président et le premier ministre en fonction. Lorsque ces deux ou l'un d'eux est reconnu coupable, il est déchu de ses fonctions. Donc vous êtes contre cet arrêt? Non, écoutez, je suis farouchement contre. Je me pose la question, quel type de juriste avons-nous au pays, puisque l'article 168 de la Constitution dit les arrêts de la Cour constitutionnelle sont exécutoires et opposables à tout le monde. Comment la Cour constitutionnelle, qui s'est déclarée incompétente, a jugé le Premier ministre Honoré, qui n'ont pas de juridiction, puisque nous allons développer prochainement pour comprendre pourquoi mais est-ce que ça ne serait pas l'occasion pour que la vérité éclate en fait non, le dossier, non, pour mettre fin? Les droits, ce n'est pas la mécanique ni la pharmacie. Les droits,
c'est la procédure. Lorsque la procédure est biaisée, on ne peut pas attaquer les fonds. Donc, à l'heure actuelle, la Cour constitutionnelle vient de nous créer un monstre juridique, et ce monstre juridique va rattraper même l'actuel chef de l'État, puisqu'il y a des dossiers. Alors Isaac, le temps nous fait défaut. Peut-être en quelques mots pour conclure par rapport aux questions que j'ai posées, c'est lui et celle que Pius a introduit. En fait, je prends d'abord le dernier. Moi, je pense que tout Congolais est content aujourd'hui que quelqu'un qui est accusé de détournement de deniers publics soit jugé. Donc, tout Congolais est content que quelqu'un... toi, pas tout Congolais. Pius, s'il vous plaît. Non. Pius, nous sommes arrivés à la fin. Pius, quand vous avez parlé, je me suis tué, mon frère. Allez-y. J'ai dit, moi, ce qui me fait plaisir, j'ai été choqué. Vous savez, je suis arrivé quelque part où on disait, comme il n'y a pas une cour au pays qui puisse juger un premier ministre accusé de détournement. Un premier ministre honoraire. S'il vous plaît, Pius. Quand vous avez parlé, j'étais complète. Ne me complétez pas, moi je ne me complétais pas. Je vous complétez, ne me complétez pas. Voilà, je suis très content en tant que citoyen congolais. Je me sens gêné qu'un premier ministre accusé ou soupçonné de détournement qu'il ne puisse pas être jugé sous prétexte de la loi. C'est la loi. Ça veut dire, je dis, ceci c'est la loi. Ouais. Ils avaient raison de mettre cette loi quand ils étaient au pouvoir. Moi, je suggère à l'actuel Parlement de revoir la loi. Premier ministre, qui que vous soyez, quand vous détournez les deniers publics, il faut qu'il y ait une cour pour vous juger. Je suis d'accord avec toi. Attendez, je prends le dernier sujet. Quand vous avez parlé, je me suis tué. C'est ça ma puissance. Je m'étais, je vous écoute. Je dis ceci. La deuxième question. Tout Congolais qui nous suit est content aujourd'hui. Non, pas tout Congolais. Je dis ceci. Là, vous l'avez déjà dit, passons à autre chose. Deuxième chose par rapport à la photo, francophonie. Photo, francophonie. Bon, de toute façon, moi, je n'ai jamais soutenu la francophonie. Je n'ai jamais soutenu ça, bien que je parle français. Hein. Si j'étais à la place des autorités, on peut même sortir du pays, la francophonie, à cause de la politique française vis-à-vis de notre pays. La dernière chose, je dirais, par rapport au Premier ministre Sama Lukonde, je le félicite. C'est un vrai compatriote. Je ferai la même chose à sa place. Je ne peux pas me mettre à côté de quelqu'un qui nous mène la guerre, faire une photo avec lui. Merci. Merci Isaac Ngwenza. Merci. Merci plus Romain Roland. Doudou Montiri, le duo doit revenir avec le sujet qu'on n'a pas eu le temps d'exploiter, faute de temps. Demain. Merci à vous, à l'équipe technique. Merci à nos téléspectateurs fidèles de kiosques et auditeurs. Demain, même heure. Au revoir. Merci.